Il est constitué de centaines de milliards de micro-organismes, bactéries, virus, levures. Il est logé dans nos intestins et il interagit avec notre cerveau. Le microbiote fascine médecins et chercheurs et on les comprend. En effet, son déséquilibre pourrait expliquer certaines maladies digestives, certes, mais également inflammatoires ou neurologiques. Et pour traiter diverses pathologies, l'idée est de le modifier ou même de le transplanter. Et oui, le don de sel existe et a déjà fait la preuve de son efficacité. Quand se constitue ce microbiote dans notre corps? Pourquoi sa bonne santé est-elle nécessaire à la nôtre? L'alimentation influe-t-elle sur sa composition? Quelles maladies pourrait-on éviter en y faisant attention? Et qu'est-ce que la greffe fécale? Qui est donneur? Qui est receveur? Quel est l'avenir de ce geste? Pour répondre à toutes ces questions, le professeur Harry Sokol. Harry Sokol, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Antoine, enseignant à la faculté de médecine de Sorbonne Université, directeur du centre de transplantation fécale de la PHP, chercheur à l'INSERM et à l'INRAE. C'est bon ça? Il n'y a pas d'autres choses qui y sont cachées? Non, c'est à peu près tout. Mais vous êtes également l'auteur de la bande dessinée Les extraordinaires pouvoirs du ventre, un fabuleux voyage au cœur de notre microbiote. C'est aux éditions de Bec Supérieur. Fabuleux voyage, mais un fabuleux livre. Il faut vraiment l'offrir parce que c'est absolument passionnant. Alors, avant d'aller voyager au cœur de ce microbiote, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des virus, qui vont coloniser notre tube digestif à partir de notre naissance. Et on va leur offrir finalement à ces micro-organismes le gîte et le couvert. Et en échange, ils vont nous rendre énormément de services pour notre santé. Ce sont les mêmes occupants tout le long du tube digestif? Alors non, les micro-organismes vont s'adapter à leur environnement. C'est un petit peu comme les animaux à la surface de la Terre. On ne va pas retrouver des ours polaires au milieu de la forêt équatoriale. C'est exactement la même chose. Les conditions de l'environnement intestinal ne sont pas les mêmes en haut de l'intestin et plus bas dans le côlon, par exemple. Et donc, on ne va pas retrouver les mêmes habitants. Alors, est-ce que chaque microbiote est spécifique à chaque être humain, un peu comme des empreintes digitales? Et deuxième question, est-ce que ça diffère selon les régions du monde? Alors, oui, on a chacun un microbiote qui nous est propre. Néanmoins, il n'y a pas une infinité d'organisations de ces micro-organismes. Ça reste un écosystème et donc il y a des interactions entre ces micro-organismes. Et donc il y a quand même certaines bactéries, par exemple, que l'on va retrouver chez tout le monde et on va dire 3 à peut-être 4 formes de microbiotes différentes avec des spécificités entre ces micro-organismes qui fait que finalement, on a chacun notre microbiote, mais on a aussi des aspects qui font qu'on se ressemble tous, finalement un peu comme des êtres humains. On a tous 2 bras, 2 jambes, mais on est tous différents en même temps. Et Asie, Europe, Afrique, on voit des différences? Alors, on voit des différences, notamment vis-à-vis du développement. Les pays très développés, l'Europe, les États-Unis, vont avoir un microbiote moins diversifié que ce que l'on va retrouver dans des populations qui vivent de manière plus traditionnelle. En Amérique du Sud, dans certaines zones d'Afrique, le microbiote est beaucoup plus diversifié qu'en Europe. Et aux États-Unis, où le mode de vie et surtout l'alimentation est encore plus uniforme que dans les pays européens, le microbiote est encore moins diversifié qu'en Europe. Est-ce qu'on est avec ce microbiote ou est-ce qu'il apparaît au fur et à mesure de la vie? Alors, dans la poche placentaire, c'est-à-dire avant la naissance, on est stérile. Il n'y a pas de micro-organisme vivant. Même s'il y a eu un débat là-dessus, maintenant le débat est clos, il n'y a pas de micro-organisme vivant. Et donc on va rencontrer ce monde microbien à partir de la naissance. D'ailleurs, ces premières interactions avec le monde microbien sont très importantes. Oui, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, si le bébé naît par césarienne ou naît par voie basse en traversant quand même une zone très, très infestée de microbes, ça change quelque chose? Ça change complètement les choses. Sur une naissance par voie basse, les micro-organismes que le nouveau-né va rencontrer sont les micro-organismes du vagin maternel et également du périnée. Donc, il y a aussi des bactéries fécales de la mère. Si on est par césarienne, on va rencontrer des bactéries de la peau et puis des bactéries de la salle d'opération, finalement. Est-ce que, de même, il évolue avec l'âge? Est-ce qu'il vieillit comme tous nos organes vieillissent? Les os, l'oreille, est-ce qu'il vieillit? Alors, en quelque sorte, d'abord, il va se maturer progressivement. Et on voit aujourd'hui que le microbiote va devenir adulte entre l'âge de 3 et 5 ans. Donc il y a une progression jusqu'à l'âge de 3 et 5 ans. Et à 5 ans, on a un microbiote adulte. Et d'ailleurs, ce développement se fait de manière parallèle à celui du système immunitaire.
Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est justement que ce microbiote joue un rôle dans le développement de ce système immunitaire. Ensuite, il va y avoir une période de stabilité. Et puis, avec l'âge, il va y avoir des perturbations ou des altérations qui vont se voir, notamment au-delà de 60, 70, 80 ans. Alors justement, vous venez parler de l'immunité. En quoi ce microbiote a un rôle important à jouer pour notre santé via l'immunité? L'immunité, c'est notre système de défense, hein. Absolument. Alors, les micro-organismes, en général, on se dit que ce sont des ennemis. Ce sont des responsables des maladies, d'infections, et donc on considère ça comme étant un danger pour notre santé. Eh bien, le microbiote intestinal, c'est un petit peu l'exception. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Oui, puisqu'il ne nous rend pas malade, et pourtant, c'est des milliards de bactéries. Absolument. On peut prendre un exemple très simple, hein. Dans 1 gramme de matière fécale, donc c'est une petite noisette, vous avez plus de 100 milliards de micro-organismes. Et tout se passe bien. Si vous allez dans un restaurant à l'hygiène douteuse et que vous avalez 200, 300 salmonelles... On est malade comme un chien. Exactement. Donc ça, c'est déjà un paradoxe assez extraordinaire. Et ça s'explique par le fait que, finalement, si on se met dans une idée d'évolution, on a évolué, l'être humain a évolué depuis la nuit des temps avec des micro-organismes dans le tube digestif. Et donc, il y a eu une coévolution et donc une adaptation de ces micro-organismes à nous et nous à ces micro-organismes qui fait que, en fait, on vit une symbiose, une interaction qui est mutuellement bénéfique pour les bactéries de l'intestin. Encore une fois, on leur donne le gîte, le couvert, etc. Mais aussi pour nous, puisqu'elles nous rendent tous ces services, et notamment la maturation du système immunitaire, la stimulation de l'immunité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que si les premières interactions au début de la vie, on a parlé du mode d'accouchement, mais il y a également l'alimentation, l'allaitement, l'exposition à des antibiotiques, etc. Eh bien, si ces premières interactions avec les micro-organismes est de mauvaise qualité, eh bien, notre système immunitaire va être mal éduqué d'une certaine manière, et cette mauvaise éducation va pouvoir augmenter le risque de développer des maladies liées à l'immunité plus tard, y compris 20, 30, 40 ans plus tard. On va parler dans un instant justement du dérèglement de ce système, mais ça fait quand même 10-20 ans qu'on parle de ce microbiote qui est devenu une révolution. Il a toujours existé. Pourquoi on l'a découvert brutalement ? Alors non, effectivement, il a toujours existé. Il y a d'abord, pour pouvoir on va dire, en prendre conscience, il a fallu prendre conscience de l'existence des micro-organismes. Et donc ça, c'est Pasteur, c'est pas si vieux que ça. Oui, c'est vrai. Et ensuite, la complexité de ces micro-organismes de l'intestin, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à faire pousser. Habituellement, quand on veut étudier une bactérie, on le met sur une boîte de culture, et puis elle pousse et on peut l'analyser au microscope, voir ses propriétés, etc. Les bactéries de l'intestin sont extrêmement difficiles à faire pousser, notamment elles sont très sensibles à l'oxygène, et donc on ne peut pas utiliser ces méthodes de culture. Et donc ce qui a fait que finalement on a pu commencer réellement à analyser ce microbiote, c'est l'avènement de la biologie moléculaire, c'est-à-dire la capacité de lire l'ADN, puisque là, au lieu de faire pousser les bactéries, on extrait l'ADN, on le séquence, et donc on peut analyser ce microbiote intestinal, et donc c'est le début des années 2000. Donc c'est extrêmement récent. Et on voit à présent ce qui se passe quand notre microbiote ne va pas bien. Carnet de santé consacré donc à notre microbiote, les milliards de bactéries, virus et autres levures qui habitent nos intestins et qui jouent un rôle clé sur notre santé quand il va bien. On en parle avec le professeur Harry Sokol, professeur de gastro-entérologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Une émission préparée par Anne-Claire Bazard, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Alexandre Dang et à la vidéo Sofiane Aktib. Alors, on a bien vu qu'un microbiote qui va bien est indispensable à notre bonne santé, mais vu les milliards de micro-organismes qu'il compose, on comprend bien qu'un déséquilibre puisse survenir. Déjà, qu'est-ce qui crée ce déséquilibre ? Est-ce que c'est l'hygiène de vie, l'alimentation, la prise de médicaments, les toxiques ? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui impactent notre microbiote intestinal. Il y a des facteurs liés à nous-mêmes, notre génétique, notre système immunitaire. Et c'est ce que l'on voit par exemple avec des études chez les jumeaux. On voit que des jumeaux qui sont des vrais jumeaux ont un microbiote plus similaire que des faux jumeaux. Et ils n'ont pas un microbiote exactement similaire ? Non, pas exactement similaire. Et donc ça, c'est la deuxième partie de la réponse. S'il n'est pas exactement similaire, ça veut dire que ce n'est pas que la génétique qui joue un rôle. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus l'environnement qui a un impact sur la modulation du microbiote que la génétique. Et donc, quand on parle d'environnement et de microbiote, le facteur numéro 1 de très loin, c'est l'alimentation.
l'alimentation va avoir un effet absolument majeur sur la composition et les fonctions du microbiote. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs, l'exposition à des antibiotiques, l'endroit géographique où l'on vit va aussi avoir Par le biais un de effet. l'environnement? Par le biais de l'environnement, absolument. Et quel rôle les perturbations de ce microbiote jouent dans la survenue, on va parler de ce qui paraît le plus logique, des maladies de l'intestin, et notamment des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique? Alors, ce microbiote, comme on l'a dit précédemment, il va jouer un rôle sur la maturation et la stimulation de notre système immunitaire, son éducation. Et donc, si le microbiote envoie des signaux altérés à notre système immunitaire, ce système immunitaire va s'activer de manière inappropriée. Et c'est ce que l'on voit dans ces maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, par exemple. Et donc, ce qui a été mis en évidence par notre équipe et aussi partout à travers le monde, c'est que le microbiote des patients atteints de ces maladies inflammatoires est altéré en termes de composition, avec notamment moins de bactéries anti-inflammatoires et plus de bactéries pro-inflammatoires qui stimulent de manière inappropriée notre système immunitaire. En termes de fonction, c'est-à-dire que si on regarde non pas juste les bactéries, mais ce qu'elles sont capables de faire, eh bien là aussi, on voit que des messagers qui normalement sont censés apaiser notre système immunitaire, eh bien leur abondance diminue chez les patients qui ont ces maladies inflammatoires de l'intestin. Alors ça, c'est des maladies très sévères. Il y a quelque chose de beaucoup plus banal, comme le syndrome de l'intestin irritable, qui se manifeste par des troubles digestifs, des douleurs, un inconfort qui est très fréquent, notamment chez les femmes. Là aussi, ce microbiote joue? Alors, c'est une question qui n'a pas encore de réponse bien précise. On pense que chez certains patients, le microbiote joue un rôle, mais pas chez d'autres. Ce que l'on met dans la case, finalement, syndrome de l'intestin irritable, c'est un nombre de situations très hétérogènes, finalement. Donc, il y a des patients chez qui, des groupes de patients chez qui le microbiote va jouer un rôle important, mais pas chez d'autres. Par exemple, il y a une catégorie de patients qui sont des gens qui vont très bien du point de vue de leur intestin pendant des dizaines d'années. Ils n'ont jamais eu un problème de transit ou de douleur abdominale. Et puis, à un moment donné, ils partent en voyage, font une infection intestinale particulièrement sévère. Évidemment, à ce moment-là, ça ne se passe pas bien, mais leur confort intestinal change de manière définitive. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les syndromes de l'intestin irritable post-infectieux. Et chez ces patients-là, oui, on se dit probablement que le microbiote joue un rôle important. Inversement, des gens qui ont des symptômes depuis leur enfance, peut-être que dans ce cadre-là, le microbiote est un petit peu moins important. Autre impact d'un microbiote déséquilibré, c'est sur le cerveau. Alors honnêtement, on a du mal à comprendre comment l'intestin parle à notre cerveau et réciproquement. Alors, bien sûr, l'intestin joue un rôle sur la manière dont le cerveau fonctionne par plusieurs mécanismes. D'abord, et ça je pense que tout le monde et tous les auditeurs pourront le remarquer, quand on est soumis à un stress, avant un examen, avant un entretien d'embauche, le système digestif s'accélère un petit peu. On a mal au ventre, voilà, exactement. Donc ça, ce sont les connexions qui vont du cerveau vers l'intestin. Mais ces connexions, elles ne vont pas que dans une seule direction. Elles vont dans les deux directions, elles sont bidirectionnelles. Et donc, si le microbiote influe sur les terminaisons nerveuses au niveau de l'intestin, eh bien, ça a un effet sur ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, qui explique d'ailleurs aussi pourquoi le microbiote peut avoir des effets partout dans notre corps, c'est le fait que toutes ces bactéries produisent des molécules, des petites molécules notamment qu'on appelle des métabolites, des toutes petites molécules. Et ces molécules, elles sont produites dans un organe dont la fonction principale, c'est d'absorber. Il ne faut pas oublier que l'intestin, quand même, son premier rôle, c'est d'absorber les calories qu'on mange. Et donc, ces molécules sont absorbées. Elles passent par le foie d'abord parce que tout ce qui vient de l'intestin passe d'abord par le foie. Et ensuite, elles se retrouvent dans la circulation générale et elles peuvent même se retrouver dans le cerveau. Et donc, c'est aussi par ce biais-là que le microbiote va avoir un impact sur notre cerveau et d'ailleurs sur tous les organes de notre corps. Pour donner un chiffre qui est assez marquant pour moi, si on fait une prise de sang aujourd'hui et qu'on analyse les molécules présentes dans le sang, au moins 30% sont soit produites par des bactéries, soit issues de la transformation par les bactéries. C'est-à-dire que ce sont des molécules produites par nos cellules humaines, mais qui ont été modifiées par les bactéries.
Donc on est littéralement imbibé de molécules microbiennes des pieds à la tête. Alors vous dites effectivement, pardon, ça interagit avec tous les organes, mais de plus en plus, on implique le microbiote dans des maladies neurologiques, ça on venait d'en parler, mais le diabète, l'obésité, des cancers, des maladies rhumatismales. On va découvrir qu'en fait, il interagit un peu avec toutes ces maladies. Oui, on a l'impression que ce microbiote interagit avec toutes ces maladies. Hippocrate ne s'était pas trompé là-dessus en disant que toutes les maladies commençaient par l'intestin, venaient de l'intestin. Néanmoins, et là c'est un message qui est vraiment crucial, c'est pas parce que l'on dit que le microbiote joue un rôle dans une maladie que c'est un rôle important Unique. Et unique. Et donc, très clairement, il y a des maladies dans lesquelles le microbiote va avoir un rôle absolument majeur, et d'autres maladies où ce microbiote joue un rôle presque anecdotique. Donc, et comme il y a en plus la génétique, en plus l'environnement, en plus les toxiques, etc. Absolument. On se dit en toute logique que si ces maladies sont liées, même en partie, à un microbiote déséquilibré, c'est bien de le garder en bonne santé. Et une bonne alimentation peut-elle être efficace? Et si oui, ça veut dire quoi? Bien manger pour son microbiote. La première santé pour le microbiote, et en général, c'est l'alimentation évidemment. On sait aujourd'hui qu'il y a des aliments qui sont bénéfiques et délétères pour notre microbiote. Ce qui va être bénéfique, c'est ce qui va favoriser les bonnes bactéries de notre intestin. C'est avant tout les fibres végétales qui ne sont... voilà, quand vous mangez des fruits et des légumes, les grandes chaînes de sucre qui sont présentes dedans, qu'on appelle les fibres, ne sont pas digérées par nos cellules humaines. Elles arrivent dans le côlon et ce sont les bonnes bactéries qui vont s'en nourrir. Donc les 5 fruits et légumes par jour, c'est une bonne idée. Absolument. Manger des fruits et des légumes en grande quantité et en grande diversité, c'est le premier point positif. Ensuite, il faut éviter d'agresser notre microbiote. Et là aussi, on a beaucoup évolué et progressé ces dernières années. On sait que les aliments ultra transformés sont très délétères pour notre microbiote. On sait que manger trop de viande rouge, trop de charcuterie, c'est mauvais également pour notre microbiote. Et inversement, manger un petit peu de produits fermentés, d'aliments fermentés, et limiter donc les protéines d'origine animale, là aussi c'est bénéfique. Les probiotiques, un vrai intérêt? Alors les probiotiques, en prévention, quand on n'est pas malade, je dirais non. Il vaut mieux de très loin jouer sur notre alimentation. D'accord. Et donc mettre ses sous dans des fruits et des légumes plutôt que d'acheter des probiotiques. Après, il y a des indications dans lesquelles les probiotiques ont un intérêt. Et est-ce qu'on sait si l'alimentation bio est meilleure pour notre microbiote que l'alimentation pas bio? Alors, on a peu de données réellement sur cet effet de l'alimentation bio. Après, on sait que l'alimentation bio a bien d'autres intérêts. Mais elle est plus chère, faut être mais elle est plus chère, c'est sûr. Tabac, alcool, ça joue? Le tabac joue un rôle. Il y a, de manière assez étonnante, très peu d'études sur le sujet, mais les quelques études qui ont été faites, notamment chez des gens qui arrêtent de fumer, montrent effectivement des modifications au niveau du microbiote, avec la diminution de bactéries pro-inflammatoires. Donc aussi pour le microbiote, ça semble être positif. L'alcool, en revanche, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il est absorbé très haut dans le tube digestif. Et il ne va pas réellement se retrouver dans le côlon, là où sont les bactéries. Et donc les effets délétères sont plus indirects via les maladies du foie, notamment, qui sont liées à l'alcool. Si on parvient à avoir une véritable carte d'identité de notre microbiote et qu'on voit des défauts qui expliqueraient une maladie, on pourrait peut-être le corriger. Mais est-ce qu'on a des tests qui permettent déjà, parce qu'on en propose presque déjà, ça vaut quelque chose, c'est sérieux? Alors, le concept est tout à fait correct. Il y a beaucoup d'études qui suggèrent que, en analysant le microbiote, on va pouvoir aider la médecine. Malheureusement, les tests disponibles aujourd'hui n'ont pas d'intérêt. Donc, on ne peut pas recommander ni aux médecins ni aux patients de faire ces tests pour leur santé. Si c'est par curiosité, pourquoi pas, mais il ne faut pas imaginer que ça va avoir un impact sur la santé. Il ne faut pas en tirer des conclusions. Pas aujourd'hui. On peut espérer que dans les 5 ans à venir, on aura des tests avec un bénéfice pour la santé réel. Alors, modifier le microbiote pour soigner, c'est une piste. Une autre solution qui n'est plus une piste parce qu'elle existe, c'est d'utiliser le microbiote d'une personne en bonne santé et de le greffer à un malade. On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré donc au microbiote, à son rôle, son implication dans diverses maladies. Un microbiote que l'on peut utiliser comme un greffon pour soigner. Pour en parler, le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine, directeur du centre de transplantation fécale de la PHP. Donc transplantation fécale, ça consiste en quoi exactement? Parce que c'est quand même quelque chose qui commence à être un peu connu, mais c'est quand même assez inimaginable. Oui, je suis d'accord. Surtout que le terme est
et pas très Oui. bien choisi non plus. Donc, en quoi ça consiste? L'objectif, c'est de remplacer un microbiote qui est altéré, pour lequel, évidemment, on pense que ce microbiote altéré joue un rôle dans une maladie, par le microbiote d'un sujet sain, en espérant avoir des effets bénéfiques sur la santé. L'idée est venue d'où? Alors, ce n'est pas du tout une thérapie nouvelle. Lorsque l'on regarde les livres de médecine, on trouve l'utilisation de ce type de traitement dans la médecine chinoise au IVe siècle. C'était appelé la soupe jaune, je vous laisse Oui, non. imaginer, Merci. avant l'heure du repas ou pendant l'heure du repas. Donc voilà, donc c'est pas du tout nouveau. Ensuite, ça a été utilisé dans diverses circonstances, notamment les bédouins dans le désert qui, en cas d'infection intestinale, vont manger des crottes de chameau. Bon appétit. Et voilà, bon appétit également, avec un effet. Donc voilà, et les D'accord. vétérinaires, alors ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, les vétérinaires utilisent ce type de traitement de manière beaucoup plus ancienne Ah que ouais. dans la médecine humaine. Et d'ailleurs, on sait que beaucoup d'animaux sont coprophages, c'est-à-dire qu'ils mangent les selles de leurs congénères, et donc finalement ils se font de la transplantation fécale de manière habituelle. Alors, comme dans toute greffe, il faut des donneurs. Est-ce que d'abord tout le monde peut être donneur? Tout le monde, non. C'est d'ailleurs même assez compliqué d'être donneur dans le sens où il y a énormément de tests à faire chez les donneurs avant de pouvoir donner ses selles. C'est beaucoup plus compliqué que pour un don du sang, puisque par nature, le microbiote intestinal est composé de micro-organismes. Donc, évidemment, on ne veut pas transmettre de mauvaises bactéries, on ne veut pas transmettre de bactéries résistantes à des antibiotiques. Et puis, comme on sait que le microbiote peut être altéré dans certaines circonstances, on ne veut pas que le donneur ait un risque de développer une maladie X ou Y. Voilà, donc dans notre expérience dans le centre de transplantation fécale à l'AP-HP, on a moins de 5% des donneurs volontaires qui Ah finalement d'accord. peuvent donner. Alors, on imagine que pour les patients, c'est pas évident de prime abord quand on leur propose une transplantation fécale. Écoutez la réaction qu'a eu ce patient. Il témoigne dans le 2e épisode de la série documentaire sur France Culture, Microbiote, tous en selle. On m'a dit greffe de microbiote, on m'a pas dit fécale, alors j'ai pas du tout tilté au début. Voilà. Et puis d'un autre côté, je m'en moquais, on m'aurait dit fécale, j'aurais fait ouais, ok, pas de problème, si ça me soigne, j'y vais quoi. Vous savez, à mon stade, en fin de compte, mon corps ne m'appartenait plus. Quand on m'a dit que j'avais une leucémie aiguë, je savais que mon corps ne marchait plus du tout. Il s'était complètement mis en dysfonctionnement. Donc je me suis retrouvé à avoir mon cerveau, mais mon corps appartenait au docteur. Je leur ai donné presque. Et j'ai fait confiance, je leur ai dit, voilà mon corps, je vous le laisse. Et je pouvais juste faire ce qu'on me disait de faire et le faire au mieux. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, on comprend très bien l'étonnement quand même au début. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on greffe et comment? Alors, d'abord, ça n'a de greffe que le nom. Il n'y a pas de salle d'opération, il n'y a pas ce genre de choses. On passe par les voies naturelles. Donc, d'abord, ce que l'on veut, c'est faire de la Les place. voies naturelles, c'est la bouche. Alors, je vais vous en D'accord, parler, pardon. le haut ou le bas. D'accord. Donc d'abord, on veut faire de la place. Donc on va nettoyer, essayer de retirer le maximum du microbiote du receveur. Donc pour Comme ça, avant une coloscopie. Exactement. Donc on utilise le même type de procédure qu'une coloscopie. C'est ce grand lavement qui va tout nettoyer. Et selon les situations, on va en plus associer des antibiotiques. Et ensuite, on va passer soit par le haut, soit par le bas. Donc, soit par la bouche avec soit un tuyau qui va amener la préparation fécale, parce que c'est ça dont on parle, dans l'estomac ou juste après au niveau de l'intestin grêle, soit maintenant avec des gélules. On utilise des gélules, donc il faut avaler ces gélules. Mais c'est vrai que c'est un peu moins compliqué que le tuyau. Enfin, en tout cas, dans l'idée, oui. Absolument. Alors, elles sont bien sûr protégées. On ne voit pas exactement ce que l'on avale, hein, si c'est à ça que vous faites allusion. Ou alors, on peut passer par le bas. Et donc là, ça va être soit via une coloscopie, soit un lavement. C'est une greffe. Est-ce qu'il y a et pourquoi il n'y aurait pas de rejet, comme dans toute transplantation? On ne donne pas de traitement immunosuppresseur après. Non, alors on transfère des micro-organismes qui sont sains, Et qui ne sont justement, pas les vôtres. mais qui sont effectivement pas les nôtres. Donc ce que on est en train de se rendre compte, et d'ailleurs c'est ce qui rend aussi ce type de traitement extrêmement complexe, c'est que d'un donneur à l'autre, eh bien la colonisation
du microbiote ne va pas être la même. Donc il y a des effets qui dépendent du receveur, c'est-à-dire que certains receveurs vont permettre la colonisation de certaines bactéries et pas d'autres, et également du donneur. Donc dans certaines pathologies, dont la pathologie principale pour laquelle on utilise la transplantation fécale, qui est l'infection récidivante par une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile, on n'a pas vraiment d'effet de donneur. On a l'impression que quel que soit le donneur, ça marche. Et efficacité de 90%. Absolument, 90%. Dans d'autres situations où la transplantation fécale est à l'étude uniquement, on n'est que dans le cadre de la recherche, là c'est infiniment plus compliqué. On se rend compte qu'il y a vraiment probablement une forme de compatibilité entre le donneur et le receveur. Et aujourd'hui, on n'est pas encore capable de dire quel est le bon microbiote pour quel patient. Oui, mais quand on comprend que le microbiote agit même de manière partielle sur beaucoup de maladies, on se dit quand même, et les patients le pensent, que la greffe fécale pourrait demain tout soigner. Alors, certains patients le pensent, mais la réalité, malheureusement, elle est tout autre. Le microbiote joue un rôle sur notre santé, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont un impact sur notre santé. Avant de travailler sur le microbiote, les médecins soignaient les gens et globalement, ça marchait quand même. Donc, le microbiote, c'est un nouvel acteur de notre santé. Il faut en tenir compte, mais de toute évidence, ça ne va pas remplacer les autres approches thérapeutiques. Il faut beaucoup plus voir ça comme une combinaison avec les autres approches thérapeutiques existantes que quelque chose qui va remplacer le reste. Il n'empêche qu'on trouve sur le net des conseils pour réaliser soi-même sa greffe fécale à domicile. Bon appétit toujours. Ça tente, ça c'est vrai, des personnes par exemple diabétiques ou qui veulent maigrir. Vous en pensez quoi? Vous leur dites quoi? Alors, c'est à mon sens une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on voit que moins de 5% des donneurs sont finalement aptes à donner les selles, pour des raisons très variées, si on n'a pas un encadrement médical et qu'on prend les selles de son voisin, eh ben on a un risque de transmettre une maladie infectieuse, de transmettre une bactérie multirésistante et donc d'être délétère. Et ça a été vu dans des études, notamment aux États-Unis, où les donneurs n'avaient pas été évalués de la bonne manière. Il y a eu des morts après transplantation fécale. Donc voilà, ce n'est pas anodin. Si un traitement a une efficacité potentielle, il y a des risques également associés et potentiellement des effets délétères. La deuxième chose, c'est que non seulement il y a des risques liés à la transplantation, mais il y a des cas où changer le microbiote peut être délétère pour la maladie elle-même. Un exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable où le rôle du microbiote n'est pas du tout clair, il y a des cas de patients, et y compris des patients que j'ai vus moi-même, qui ont eu des transplantations fécales faites dans des pays d'Europe de l'Est, par exemple, dans des conditions, on va dire, un petit peu limites, dont l'état s'est très sérieusement aggravé après la transplantation fécale. Il y a un tourisme de la greffe fécale. Un petit peu dans certains pays. À un moment donné, c'était le cas en Angleterre parce qu'il y avait un flou juridique, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais dans certains pays d'Europe de l'Est, oui. À mon sens, c'est formellement déconseillé. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je rappelle votre bande dessinée tout aussi passionnante que je recommande, Les extraordinaires pouvoirs du ventre, un fabuleux voyage au cœur de notre microbiote. C'est aux éditions de Bec Supérieur. On aura l'occasion sûrement de reparler de ce microbiote parce qu'on découvre sans arrêt de nouvelles choses.